Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Cartoons in Motion. Aujourd'hui, j'avais envie de mélanger un peu comics et cartoons pour vous parler d'une des meilleures séries d'animation basées sur les comics, Batman Beyond. Quoi? Vous préférez vraiment qu'on parle de Marvel et des Avengers qui cartonnent au cinéma? Bon, ok, c'est vous qui l'aurez voulu, parlons de Avengers United We Stand et attention, on va bien se marrer. Voici l'heure des Animaniacs. En 1999, il ne nous restait plus que quelques mois avant de tous crever avec le bug de l'an 2000. C'était aussi l'occasion de la dernière éclipse totale du millénaire, ou encore la lugubre fusillade de Columbine, qui rappelait à quel point l'amour des armes des Américains et la scolarité faisaient mauvais ménage. 1999, c'est aussi l'arrivée de l'euro qui devait cohabiter avec nos francs. Côté musique, on essaye d'aller plus haut avec Tina Arena, ou bien de tomber la chemise avec Zebda. Côté grand écran, on se replonge dans l'univers de Star Wars avec l'épisode 1 avec ses mini-chloriens et son barrage commercial, ou encore dans le monde de l'informatique de Matrix. Et pour la télé, on pouvait suivre les aventures ténébreuses d'Angel, ou l'univers encore plus sombre des Sopranos. Pour les cartoons, 1999, c'est les débuts de la légende Bob l'éponge. En 99, Matt Groening lance une nouvelle série avec Futurama, et Family Guy venait jouer des coudes avec les Simpsons. Mais 99, c'est aussi le moment où Warner lançait un tout nouveau Batman avec Batman Beyond. Les Avengers sont des super-héros de première importance. Ils protègent le monde de menaces et de terribles méchants. Ils sont plus forts que n'importe quel adversaire, que ce soit des robots, des extraterrestres ou des créatures dotées de super-pouvoirs. Les Avengers, ou Avengers United We Stand en VO, a duré le temps d'une seule saison pour un total de 13 épisodes. Ah, pauvre petit ange parti trop vite. Tu le sens que ça a été un énorme succès, hein? Oh, mais tu as raison, quel dommage! Retournons en arrière, en 1997. Roland Poindexter, non, pas ce Poindexter-là, le producteur exécutif des séries animées de la Fox, voit que ces deux gros filons que sont les X-Men et Spider-Man vont bientôt être à leur dernier épisode. Et il se dit qu'il faut penser à l'avenir. Comment continuer à traire la vache à lait comment continuer à faire un cartoon pour enfants de qualité? Et il contacte les scénaristes des X-Men, Robert Enskir et Marty Eisenberg, pour travailler sur une proposition de série autour des Avengers, parce qu'au final, ça reste une grande équipe de Marvel, même si c'est pas la plus vendeuse à cette époque. Après avoir créé un arc narratif très détaillé de 13 épisodes, la chaîne décide qu'une série sur Captain America serait plus en accord avec la programmation. Salut et merci d'avoir travaillé pour rien. Tu le sens le seum de Robert et Marty? Mais avant que la Fox puisse valider l'un des projets, Marvel se retrouve en faillite, mettant un terme à tous les projets en développement. Bon Stan, tu veux pas nous créer un nouveau perso pour nous ramener un petit peu de thunes? Il faut attendre que les problèmes financiers de l'éditeur soient terminés en fin 1998 pour que Poindexter retrouve de l'intérêt pour un projet Avengers. Sauf que voilà, depuis le temps, Robert Enskir et Marty Eisenberg travaillent sur Beast Machine Transformers et ne sont donc plus disponibles. On se base donc sur leurs travaux et on approche alors à leur place le scénariste en chef historique de la série X-Men, Eric Lee Wald et sa femme Julia, afin qu'ils pondent cette série. En janvier 99, la Fox donne son feu vert et Rod Merrick est engagé pour superviser tout l'aspect visuel. Cette nouvelle série, tout comme Spider-Man Unlimited, a été commandé par la Fox pour suivre le succès de Batman Beyond, ou Batman la relève en français. Tout est une copie, d'une copie, d'une copie. Dans le but de reproduire son succès, des changements ont été faits sur la franchise Avengers, en plongeant la série dans l'avenir. Rod Merrick explique qu'ils avaient placé la série 25 ans dans le futur et que New York était un mélange entre le look futuriste et un aspect contemporain un peu comme la ville de Blade Runner, sans le côté dark. Ouais, surtout avec un côté moche alors. Hein. Les Avengers portaient aussi de puissantes armures de combat quand ils sont sur le terrain. Merrick explique cette décision en disant que les armures leur donnent des capacités d'aller dans différents environnements extrêmes, comme les très fortes chaleurs ou le froid, voire sous l'eau et même dans l'espace. That's bullshit, shit. Les Avengers avaient aussi un A sur leur costume qui servait de communicateur. Une simple pression dessus et ils peuvent communiquer entre eux ou accéder à l'ordinateur du manoir. Ouais, en somme, ce que faisait déjà la carte des Avengers, mais en badge.
Les membres de cette équipe d'Avengers sont assez largement basés sur celle du spin-off de 1984, Les Vengeurs de la Côte Ouest, ou West Coast Avengers en VO. On remarque l'absence de membres les plus iconiques, comme Captain America, Iron Man et Thor, qui étaient non autorisés pour la série pour des raisons de licence. Le scénariste en chef, Eric Lewald, a commenté leur absence en disant « Nous voulions que ce soit une équipe d'Avengers, et pas Captain America and the Avengers. Je s'appelle Steve Rogers. Nous préférions avoir une équipe de super-héros équilibrée plutôt que d'avoir une superstar dans l'équipe. » That's bullshit, shit. Il serait pas champion du monde de People, le gars, là? Pour ce qui a été de l'animation, c'est le studio Sairam Animation, un studio de Corée du Sud qui a été choisi. À voir les images que j'ai pu vous diffuser, on peut se dire qu'ils sont mauvais en animation, pourtant Sairam a travaillé sur des projets comme We Be Bears, Adventure Time, Scooby-Doo Mystère et Associés, Gargoyles, Regular Show et bien d'autres belles séries. À croire qu'en fait c'est plutôt le budget de l'animation qui posait un petit problème. L'idée de mettre la Sorcière Rouge et Wonder Man en couple est basée sur le run des comics Avengers qui avaient lieu quasiment en même temps. À cette époque, Kurt Busiek les avait mis en couple, même si elle avait eu des années de relation avec la Vision auparavant et qu'elle avait un certain dégoût pour Wonder Man qui était limite un stalker et qui avait surtout refusé d'aider à restaurer la mémoire de la Vision après qu'on lui ait effacé. Puisque dans les comics, comme dans cette série télé, les ondes du cerveau de Vision sont basées sur celles de Wonder Man. La Vision n'étant plus lui-même, ceci finit par provoquer la rupture du couple. Dans le comics, Wonder Man est revenu à la vie il y a peu et sert de protecteur à Wanda après qu'une autre sorcière ait transformé la Terre en monde médiéval. C'est à ce moment-là qu'une histoire commence entre les deux et qu'ils se mettent en couple. La série a été vite stoppée alors qu'il y avait des plans pour d'autres épisodes pour une saison 2. Parmi eux, il était prévu le retour de Hawkeye au cirque où il avait grandi, un épisode sur la Sorcière Rouge et la découverte de ses pouvoirs, un épisode faisant la part belle aux X-Men, faisant revenir une bonne partie du casting de la série d'origine, puisque certains des acteurs de Avengers United West End avaient déjà travaillé sur les X-Men, l'apparition du Dr Bruce Banner, connu sous le nom de l'incroyable Hulk, venant aider l'équipe après que Hank Pym soit tombé malade à cause d'une exposition aux rayons gamma suite à un combat face à Eggman, et un double épisode avec Thor et Loki. Il y a même eu des jouets de Thor qui avaient été réalisés. Dans les images promotionnelles de la série, mais aussi sur les photos des figurines, Hawkeye ne porte pas de masque. Cependant, dans la série et les versions finales de ces figurines, c'est le cas, et ce masque est similaire à celui qu'il porte dans Avengers The Crossing, un chef-d'œuvre des comics. C'est ironique pour les gens qui connaissent pas The Crossing. Dans cette série, Tony Daniels, rien à voir avec le dessinateur de comics, donne une voix qui ressemble beaucoup à celle de Wolverine dans la série X-Men. Il réutilisera cette même voix pour pas mal de jeux vidéo X-Men, dont les Mutant Academy ou Next Dimension. Ant-Man. Dans cette version, Hank Pym est le chef du groupe. Il joue aussi le rôle de scientifique de l'équipe. On sait qu'il est marié à la Guêpe, qu'il faisait partie des membres fondateurs du groupe et qu'il a créé Ultron. Côté pouvoir, il utilise un ingrédient de son invention, les particules Pym, pour réduire ou augmenter sa taille à volonté. La Guêpe, c'est la femme de Ant-Man. Comme lui, elle utilise les particules Pym, mais uniquement pour réduire sa taille. Son costume est équipé d'ailes pour voler et de canons qu'elle appelle dards lui permettant d'attaquer ses adversaires. Tigra est une femme chat qui possède une force, une endurance et une agilité surhumaines. Ses sens sont hyper développés et semblables à ceux d'un félin. Sa capacité de guérison et de cicatrisation est supérieure à celle des humains. C'est aussi une experte du combat en corps à corps, même si elle passe plus de temps à bondir et à prendre des coups. Wonder Man. Simon Williams, alias Wonder Man, a une force, une vitesse, une résistance, une agilité et des réflexes surhumains. Dans la série, on n'en sait pas plus sur sa vie, sauf qu'il est proche de Hawkeye et qu'il semble avoir une relation avec la Sorcière Rouge. Clint Barton, alias Œil de Faucon, n'a aucun super pouvoir en dehors d'être un excellent archer et d'avoir une énorme variété de flèches différentes. Dans la série, on apprend qu'il a passé une partie de sa vie dans un cirque, qu'il a été formé par Swordman, qu'avec lui, il a eu une carrière de criminel avant de mettre ses compétences au service du bien. Il est le rebelle du groupe, mais son amitié avec Wonder Man lui permet de redescendre en pression. La Sorcière Rouge, alias Wanda Maximoff, est une mutante et sorcière du groupe qui peut modifier les probabilités quand elle lance son incantation, souffler vent du destin. Dans la série, on sait qu'elle a été formée par une autre sorcière, Agatha Harkness, et qu'elle a rejoint l'équipe en même temps que Hawkeye et qu'elle semble avoir une relation sentimentale avec Wonder Man. La Vision est un être synthétique créé par le maléfique Ultron afin de détruire les Avengers. Au final, il deviendra membre de l'équipe, y trouvant enfin un cœur, et commencera même à ressentir des sentiments pour la Sorcière Rouge. Le Faucon, Sam Wilson de son vrai nom, possède un costume ailé lui permettant de voler ainsi que la capacité de parler et de comprendre son aigle Red Wing, même si on ne le voit pas beaucoup dans cette série. Dans ce cartoon, il agit en solo afin de protéger son quartier et va finir par rejoindre l'équipe après avoir participé au sauvetage du président des États-Unis.
Dans cette série, Antoine Nouel double la Vision. Mais comme ce n'était pas assez pour lui, il prête aussi sa voix à Ultron, Captain America et même Iron Man. Mais Antoine Nouel, c'est aussi la voix de Bob dans Reboot, d'Olivier Hatton dans Olive et Tom le retour, ou la voix de Matthew Perry dans la fin de Friends. Ant-Man est doublé par Renaud Durand, on le connaît entre autres pour être la voix de Michael Strickland dans Sunset Beach, ou encore d'avoir été un des enfants de Babar. Mais j'avoue que c'est dur de trouver des informations sur ce monsieur. De son côté, Hawkeye, ou Œil de Faucon pour les plus anciens, est doublé par Axel Kiener. Il s'agit de la voix de Channing Tatum dans Magic Mike, de Sébastien Stan quand il incarne le soldat de l'hiver pour Marvel Studios, du John Constantine de Arrow, ou encore de Wentworth Miller dans Prison Break. De son côté, Déborah Perret, qui fait la sorcière rouge, vous dira aussi quelque chose puisque c'est aussi la voix d'Elastic Girls des Indestructibles, de Doc Ock de Spider-Man Into the Spider-Verse, de Kate Blanchett dans Le Seigneur des Anneaux ou de Julianne Moore dans Hunger Games. Notre féline Tigra est jouée par Catherine Privat qui a prêté son timbre de voix à Darla de Buffy contre les vampires, au Docteur Corday d'Urgence, à la mère de Tyler dans 30 Reasons Why ou à la tante May de The Spectacular Spider-Man dont je vous avais parlé dans la toute première vidéo. Quant à Thierry Buisson, il joue notre bon vieux Wonder Man, mais aussi le soldat Markowski dans Les Mondes de Ralph, Vincent D'Onofrio dans New York Section Criminelle ou Wycliffe Jean dans New York 911. Marine Jolivet, quant à elle, était la guêpe. L'un de ses faits d'armes les plus notables est d'être la voix française de Dana Delany dans Les Desperate Housewives ou de Christina Hendricks dans Mad Men. Bon, et évidemment, pas de DVD pour une telle merveille, hein. Bah étrangement si, en 2006, TF1 Vidéo a eu l'idée de ressortir plein de vieux cartoons Marvel en DVD pour surfer sur le succès du MCU, comme Namor, Thor, Captain America, Iron Man et nos sublimes Avengers. Alors oui, ça peut être compliqué de mettre la main dessus, mais à vous les joies de voir ces 13 épisodes de pure merveille. Comme pour toutes les autres séries télévisées Marvel, Toy Biz a sorti une série de figurines. Parmi elles, on retrouve les figurines de Ant-Man, Captain America, Faucon, Hawkeye, Kang, Tigra, Vision, Ultron, la Guêpe et Wonder Man. Et vous savez ce qui est le pire ? Même les figurines sont plus belles et plus intéressantes que la série télé. Le cartoon a même eu le droit à son propre comics, comme ça a été le cas pour les X-Men. The Avenger United We Stand, The Comics, a été écrit par Ty Templeton et dessiné par Derek Aucoin au dessin. Dû à de très faibles ventes, oh comme c'est étonnant, la série n'a duré que 7 numéros. Et vous pensez que le comics est plus intéressant que le dessin animé ? Bah en fait oui. Vous êtes sérieux? Mais bon, d'un autre côté, c'était pas très dur à faire. Les 2 premiers épisodes du comics se passent avant le premier épisode de la série télé. Dans le premier numéro, les Avengers se retrouvent blessés par un prototype de Ultron. Ce numéro a été utilisé afin de présenter les armures portées par Hawkeye, la Guêpe ou le Faucon dans la série. Elles utilisent des particules PIM pour réduire la douleur causée par les blessures. Hawkeye mentionne même que Hank a conçu la sienne après que Dragon Man lui ait cassé ses jambes et qu'il n'a ressenti aucune douleur jusqu'à ce qu'il retire l'armure. Dans l'épisode 3, on peut même voir la Vision qui passe son entretien pour devenir un membre de l'équipe. On le brief aussi sur les circonstances d'arrivée de Wonder Man et Hawkeye dans l'équipe. La Panthère Noire a même fait son apparition dans les épisodes 1, 6 et 7 de la série. Dans le premier, il est parmi les Avengers qui ont été blessés par Ultron et à cause de ça, il refuse de rejoindre l'équipe tant que Hank en sera le leader. Vous allez peut-être avoir du mal à le croire, mais la série a reçu des retours assez mauvais. C'est nul! C'est nul! Oui, monsieur Sherman, tout est nul. Que ce soit de la part des critiques ou bien des fans. Le design des personnages diffère fortement de ceux des comics, les personnages sont ici affublés de lourdes armures et d'armes énormes, inspirées des séries japonaises de Super Sentai, permettant de décliner une nouvelle série de jouets pour enfants. Du coup, la série donnait la sensation d'être fait pour vendre du jouet et encore plus de jouets, vu que presque chaque Avenger porte une armure qui n'apparaît qu'une seule fois. Et ça parce que les producteurs voulaient proposer le plus d'armures possible pour faire le plus de figurines variantes possible. Sauf que pour qu'un enfant veuille acheter ta figurine, il vaut mieux que ta série soit un tant soit peu bonne d'abord. On est bien loin de la qualité d'un X-Men ou d'un Spider-Man, principalement à cause de la faiblesse scénaristique des personnages. Bon, vous l'aurez compris, cette série est certainement ce qu'il y a eu de pire sur l'univers des Avengers, voire même l'une des pires séries Marvel jamais faites. C'est de la merde! Et je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de se moquer, d'essayer de comprendre ce qu'ils avaient raté sur ce show, et de se moquer aussi, oui, ok. À cette époque, ça fait un moment que Stan Lee essaye de pousser ses super-héros du côté du cinéma et de la télévision. Hélas pour lui, le cinéma a été un échec, et même si la télé a pu marcher à quelques occasions, le tout est assez loin des comics. Mais dans les années 90, il a réussi à placer ses héros
super-héros dans le monde du dessin animé. Et même si les 4 Fantastiques, Hulk ou Iron Man n'ont pas été le plus gros succès au monde, ils ont ouvert la voie à un partenariat entre Marvel et la Fox qui a permis l'explosion de Spider-Man ou des X-Men. Du coup, l'avenir s'annonce prometteur pour Lee et ses projets médias qui veut proposer d'autres œuvres à adapter. C'est dur à croire, mais malgré tous les dessins animés qu'il y a pu y avoir, on n'avait pas d'univers partagé Marvel. Pour ça, il fallait aller chez le concurrent Warner avec ses séries Batman et Superman. Du coup, tout ce qui se passe dans l'une n'est jamais arrivé dans l'autre. Et encore plus dur de vouloir faire intervenir tel ou tel personnage puisque les droits étaient partagés entre de nombreux studios. Saban avait bien réussi le coup d'adapter les X-Men et Spider-Man, mais il venait aussi de se rater avec le Silver Surfer qui s'arrêtait après ses 13 premiers épisodes. Et si on met de côté les X-Men, les tentatives d'adapter une équipe de super-héros étaient assez rares, voire des échecs. Pour avoir le premier succès de ce côté, il faudra attendre la Justice League de DC. Il faut aussi se souvenir qu'à cette époque, les Avengers ne sont pas vraiment ce que l'on connaît aujourd'hui. Même s'ils sont une brique importante de l'univers Marvel, la série n'est pas la plus populaire. Non, ça c'est les X-Men. Et les ventes ne sont pas si géniales que ça. En plus, les années 90 leur feront encore plus de mal avec des redesigns très discutables et des events comme The Crossing qui vont finir d'enfoncer la série. En fait, il va falloir attendre 2 siècles, puis la décennie d'après et le scénariste Brian Michael Bendis pour que les Avengers arrivent à devenir l'équipe phare de l'éditeur de comics. C'est simple, sans son travail sur ce comics, il n'y aurait peut-être pas eu de film Avengers, voire de Marvel Cinematic Universe, puisqu'il a vraiment réussi à donner un nouveau souffle à l'équipe. Du coup, on va s'attaquer aux soucis d'Avengers United West End. Déjà, l'un des problèmes les plus marquants est l'équipe, et plus particulièrement son leader Ant-Man. Ok, il fallait un membre fondateur, mais on pouvait pas avoir ni Thor, ni Captain America, ni Iron Man, ni Hulk, vu qu'il ne reste pas dans l'équipe dans les comics, donc le seul choix pour rester proche des comics était Ant-Man. Et puis parce que j'imagine qu'ils n'ont pas pensé une seule seconde à la guêpe comme chef. On est dans les années 90 et dans ce temps-là, la considération pour les femmes, c'est pas vraiment ce qu'on a connu de mieux. Surtout pour un dessin animé qui s'oriente vers les petits garçons. Mais qui s'intéresse vraiment à Hank Pym? Même le MCU a préféré mettre le deuxième Ant-Man, Scott Lang, comme héros. Non, tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. Quand on pense à Hank Pym, on pense à son ego, à sa jalousie envers ses autres partenaires Avengers, ainsi qu'à ses excès de violence envers son punching ball la guêpe. Du coup, est-ce que c'était une bonne idée de le choisir comme héros pour une série télé pour enfants? Non. Du coup, on a complètement changé le personnage. Ici, Hank est modeste, semble ne pas être sûr d'être le meilleur chef d'équipe, mais en vrai, il agit toujours comme il faut, il est même celui qui sauve tout le monde 3/4 du temps. Du coup, il chouine, mais juste pour qu'on le réconforte. Mais bon, comme il a plus de jalousie envers ses autres partenaires, de choses à prouver, du coup, pourquoi a-t-il créé Ultron? Bah on le saura jamais. Non, c'est jamais dit. Quand on voit le reste de l'équipe, là aussi il y a un problème. On décide de faire une série sur les Avengers avec un casting qui est quasiment celui des West Coast Avengers. Une équipe dérivée des Avengers, dirigée par Hawkeye. Tiens, on aurait pu lui donner la direction du coup. Mais on décide de ne pas nommer la série West Coast Avengers, et je dois bien vous l'avouer, les West Coast Avengers, au final, étaient plus un sujet de moquerie que d'admiration parmi les lecteurs de comics. Je vous recommande de regarder les vidéos faites par Retrophile à l'époque sur le comics pour vous en rendre compte. Donc le choix de casting craint un peu. Après, si t'as envie de voir une série Avengers, c'est sûrement pour voir Captain America, Iron Man ou Thor. Mais non, on prive l'équipe de ces 3 piliers pour des raisons obscures de droit, ou soi-disant pour ne pas voir un Captain America et les Avengers, mais qui étrangement ne les empêche pas de faire des caméos, tout en les laissant sur l'écran titre et dans la gamme de jouets. J'ai comme l'impression d'être pris pour un con. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. De quoi bien créer de la confusion chez le spectateur. C'est un peu comme si chez Warner, on avait eu un mec bourré qui disait « Eh les gars, on va faire une série Justice League, mais sans Superman, Batman et Wonder Woman. » C'est limite à se demander si les créateurs de Avengers United West End ne travaillaient pas pour DC en fait. D'ailleurs, quand on fait des caméos, on les enchaîne, puisqu'on a droit à en avoir 3 à la suite. Un avec Captain America, un avec Namor, et le dernier avec Iron Man, où Iron Man, ne sert à rien. Pas mal. Après, c'est pas grave, vu que pas mal d'autres personnages de la série ne servent pas à grand chose, comme la guêpe par exemple. Ah si, elle sert à pousser des petits cris. Henry! Hank, je t'en supplie! Non! Mais Hank, non! Henry, attends! Henry! Non! Pas de cette façon! Là encore, je peux comprendre l'idée de ne pas avoir les droits, mais à ce moment-là, il fallait peut-être abandonner le concept ou prendre l'une des autres équipes en vogue dans les comics à ce moment, comme X-Factor, X-Force ou les New Warriors. Quand j'ai plus de spaghettis chez moi, je me lance pas dans une préparation de spaghettis à la bolognaise, sinon ça finit en chili con carne.
Un autre point qui ne va pas du tout, c'est le ton de la série. On est ici sur une série pour Fox Kids, avec une cible assez proche de celle de Spider-Man ou des X-Men sur le papier. Et pourtant, le tout est très enfantin, que ce soit dans la manière d'aborder les sujets, la gestion de la violence ou encore des gags très bébés. Le problème, c'est qu'à côté de ça, on utilise des choses assez effrayantes, comme des robots équipés de scies circulaires et donc des humains qui meurent en se faisant découper. Mais rien ne se voit à l'écran, on dit juste que des gens sont morts. Les combats manquent de punch pour paraître moins violents, et des personnages comme Tigra peuvent être mis au tapis en un seul coup. Mais ils reviennent sans aucun souci par la suite. Il faudrait pas faire peur à nos petites têtes blondes. Même en ce qui concerne le matériel d'origine, on a un problème de ton vu que pas mal de choses sont basées sur les comics des années 90, comme le nouveau costume de Hawkeye. Sauf que les comics étaient passés à une époque très sombre, suite au succès du concurrent Image Comics, qui utilisait cet aspect. Alors oui, je peux comprendre qu'on veuille coller aux nouveautés des comics, mais c'était pas vraiment la cible visée par Fox Kids, donc encore un échec. Et si on combine les deux précédents mauvais points, on a donc une série assez enfantine, sans les personnages stars de Marvel. Ça va être dur à vendre. Il va bien falloir les faire aimer ces personnages, prendre du temps, les présenter, les mettre en situation. Je savais que j'ai oublié quelque chose. C'est bien que vous me le rappeliez. Oui, dans Avengers United V-Stand, on ne va jamais prendre le temps de vous présenter Wonder Man ou Tigra. Quoi, vous connaissez pas ces personnages de comics qui existent depuis des années alors que vous avez que 8 ans? Bah non, vu que tu veux cibler des enfants. À croire que ce sont des personnes différentes qui prennent les décisions. Par exemple, il vous faudra 4 épisodes pour savoir que le majordome se nomme Jarvis, alors qu'il est là depuis le premier épisode. Et devinez qu'est-ce qui sera l'un des points forts de la série Justice League de DC? Présenter les personnages, oui. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'est bien, je vois que vous suivez. Comme je l'ai déjà dit, l'un des aspects qui m'a pas mal fait grincer des dents, ce sont les armures. Là encore, on pouvait faire que les armures étaient les costumes de nos super-héros, ou bien une idée pour protéger leur identité secrète. Sauf que voilà, les héros sont quasiment toujours en costume avant même de mettre les armures, et que leurs identités sont connues de tous. Alors, je veux bien comprendre que Saban a voulu reprendre la formule qui a fait sa notoriété, la formule Power Rangers, mais là, elle devient ridicule. Au final, tout ce qu'on voit, c'est que ça permet de recycler la scène de transformation à chaque épisode, et donc de faire réduire le budget animation, mais aussi de proposer une dizaine d'armures différentes par personnage pour d'éventuelles vagues supplémentaires de jouets. Ah pardon, je me trompe, pas pour chaque personnage, puisqu'à part quelques situations comme l'espace ou sous l'eau, il n'y a que Hawkeye, Faucon, Ant-Man et la Guêpe qui en possèdent une. Pourquoi les autres y ont pas droit? Ils sont punis? Il faut lire les comics qui est sorti en même temps que le dessin animé pour apprendre que les armures utilisent les mêmes particules que celles de la Guêpe et Ant-Man afin de réduire la douleur que peuvent subir les Avengers. Réduire la masse, je veux bien, mais la douleur? Je crois que j'ai jamais vu les particules PIM utilisées comme ça, Et du coup, pourquoi Wanda y a pas droit ou Tigra, elle mérite juste de souffrir? Pardon? Toi, tu vas ta gueule fermée. Ok. Côté scénario, les choses ne vont pas mieux. Entre Ultron qui attaque le président des USA pour faire sortir les Avengers de chez eux alors que tout ce beau monde se rendait déjà à une cérémonie en l'honneur des Avengers, l'Avenger qui peut couvrir le plus de terrain en mission qui décide de rester dans l'avion, le plan d'Ultron qui se voit mis à mal juste par un personnage qui vole, et ça c'est juste les 5 premières minutes de l'épisode 1. Alors soit je suis super intelligent, ou alors ils sont vachement cons. On va dire que c'est la première option. Comme souvent dans ce genre de série, on essaye de nous placer un fil rouge qu'il faudra suivre tout le long de la saison, mais qui au final n'avance pas trop. Mais ça, on ne va pas trop en vouloir à la série, c'est le cas d'énormément de dessins animés qui veulent se donner l'impression d'être à suivre pour accrocher le spectateur, mais qui ne le sont pas vraiment. Non, le vrai souci, c'est quand ton histoire ressemble un petit peu trop à une autre. À la fin du double épisode pilote, Wonder Man se retrouve dans un état d'animation suspendu et se fait kidnapper par le méchant robot Ultron. Au bout d'un moment, il sera libéré et reviendra dans l'équipe. Tiens, il se passait quoi déjà dans le pilote des X-Men? Le fauve se faisait kidnapper par le méchant robot Sentinelle et finit en prison. Au bout d'un moment, il sera libéré et reviendra dans l'équipe. Oh! Et chose encore plus marrante, qui est le meilleur ami de Wonder Man dans les comics? Le fauve! Du ton global de la série découlent des passages clichés des dessins animés comme le voyage dans le corps humain, l'épisode où un personnage vieillit, rajeunit brutalement, l'épisode où un membre a ses pouvoirs qui ne fonctionnent plus correctement. Mais bon, ce sont des lieux communs et là encore, c'est des choses dont on a l'habitude et qu'on pardonne facilement. Par contre, faire un épisode sous-marin avec Tigra qui a peur de l'eau et qui met en danger ses camarades parce qu'elle ne leur dit pas, parce que c'est trop lol, parce que c'est un chat, c'est un peu limite. Parce que les tigres, ça aime l'eau. Oh oui, tu la sens ma grosse intelligence. Tiens, Attends, j'ai une idée. On va faire que la Vision ait ses batteries solaires vides. Donc il va devoir bronzer sur le Quinjet pour pouvoir les recharger. Mais pourquoi tu fais ça? Ou alors on va faire que les Avengers aient du mal à trouver le nouveau QG d'Ultron alors qu'il y a son visage en grand sculpté sur le flanc de la montagne. Et là encore, je vous jure, c'est juste quelques exemples. Et pour être encore plus incompréhensible du point de vue du scénario, sur les derniers épisodes, on fait vachement avancer le fil rouge.
On rajoute même plusieurs intrigues entre le retour de Wonder Man, le triangle amoureux avec Wanda et Vision, le passé du père de la guêpe, et on peut même pas se dire que c'était pour sauver la série vu que le tout a été produit en même temps. À la rigueur, pour préparer une saison 2, je veux bien, où le scénariste s'est réveillé, mais mec, c'est trop tard, hein, t'es viré. On pourrait croire que Ultron va être le grand méchant de la série et que chaque épisode va raconter un affrontement entre les Avengers et le robot. Au final, même pas. Il est souvent présent, mais en tant que spectateur. Du coup, il y a pas mal de vilains des Avengers, comme le Baron Zemo, Atuma, Swordman, le groupe du Zodiac, qui seront même les adversaires de la fin de saison. Mais pas vraiment de grosses menaces comme pouvaient l'avoir les X-Men avec Magneto ou Apocalypse. Mais là encore, le problème vient moins de la série que du comics. Car si on met de côté Ultron, Loki et Kang le Conquérant, ou Thanos, les autres adversaires ne sont pas si impressionnants que ça, au point de devoir parfois aller en voler à d'autres, comme le Docteur Fatalis. Même si on a un petit peu plus de chance avec la VF, le doublage en VO est lui aussi bien raté. Entre Hawkeye qui ressemble plus à Christian Bale faisant sa grosse voix de Batman, That's okay, Wanda. It's just Wonder Man nailing me from in there. ou l'accent de la sorcière rouge, vos oreilles n'en sortiront pas indemnes. Sometimes I forget you are Synthozoid. About what happened in Ultron's lab. When I jeopardized the team, I do not know why I lost my head like that. Ce qui est étonnant puisque pas mal d'entre eux sont des habitués du doublage qui ont même joué dans les X-Men. Là, on dirait qu'ils surjouent et sont en roue libre par moment. Bon, en VF, c'est aussi un petit peu le cas avec les méchants qui sont assez énervants. C'est un générateur EMP capable de créer une impulsion électromagnétique qui peut mettre en rideau. Sinon, tu peux aussi fermer ta gueule. Même l'animation est à la ramasse. Certainement parce que le budget était limité. Hein. On se retrouve avec des personnages qui ont parfois le ventre à l'air sur un plan et un bout d'armure par-dessus le plan suivant. On a le droit aussi à des changements de couleur ou encore notre cher président qui s'est fait blesser à cause de Hawkeye qui ne l'a pas protégé. Sauf que sur le dernier plan où on l'a vu, il était sauvé par le faucon et il allait très bien. Du coup, vous avez peut-être oublié d'animer quelque chose entre, non ? Dans l'ensemble, le redesign des personnages est pas top, voire mal inspiré. Mais le pire reste que dès qu'on n'est pas en plan rapproché, les personnages ont tendance à devenir horribles, avec des proportions ratées, et si c'est pour qu'on voit mieux des décors assez quelconques et vides, merci mais non merci. Le bon goût viendra des essais d'intégration en 3D et de l'épisode à Atlantis, où les artistes ont pu faire mumuse en ajoutant un filtre mimant le mouvement de l'eau qui est juste horrible. Mais qui c'est qui s'est dit qu'un épisode bourré serait une bonne idée ? Au final, Avengers United We Stand, c'est un mélange raté des Avengers et des Power Rangers avec de mauvais choix faits à tous les aspects. Animation, scénario, character design, doublage. Quand on y pense, on est toujours le cul entre deux chaises. Ce qui me laisse penser qu'il y avait deux projets mélangés là-dedans. Une vraie série Avengers et une demande de producteurs qui ont essayé d'adapter ça à une nouvelle cible et au goût du moment. Sauf que voilà, tous les mélanges ne fonctionnent pas. De la vanille et du caca, ça reste du caca, hein. C'est de la merde. Désormais, quand vous verrez un mauvais cartoon sur les super-héros, vous pourrez toujours vous dire que c'est toujours moins pire que Avengers United We Stand. En plus, avec un peu de chance, on va avoir tous les épisodes de cette superbe série sur Disney+. J'ai hâte que vous puissiez souffrir comme moi. Can't believe all that bullshit, all that bullshit, bullshit. On se donne rendez-vous dans un Cartoon in Motion dans quelques temps, et d'ici là, regardez de bons cartoons. Pour m'aider avec l'émission, rien ne vaut de liker cette vidéo, de la partager et d'échanger un peu avec moi. Vous pouvez faire un petit tour sur Utip et Tipeee, même pour regarder des vidéos ou faire un don. Je vous attends dans les commentaires et on se dit à bientôt.